Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. C'est assisté de quelques microbes supplémentaires par rapport à mon équipage habituel que je vais vous présenter ce nouvel épisode. Assisté, à moins que ce ne soit moi qui les assiste, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, bienvenue à eux. Dans l'épisode du mois dernier, Karim Lap nous a partagé quelques-uns des principes fondamentaux du vivant. Vous savez, l'ensemble des phénomènes, interrelations, entrelacs, boucles de rétroaction, associations, créant les conditions de la vie à l'intérieur de la fine pellicule de la biosphère. Ce truc d'une intelligence incroyable doublée d'une infinie beauté qui est notre maison. Mais à quoi notre culture a-t-elle préféré s'intéresser ? Il nous a dit aussi que le gros avantage du vivant était qu'on pouvait en faire l'expérience. Alors ne nous en privons pas, allons-y de tous nos sens, puisqu'il les a prévus aussi. Pour ce nouvel épisode, je retrouve avec grande joie Hervé Covez, toujours agronome et toujours franciscain, qui nous avait fait découvrir au second épisode de ce podcast les corridors du ciel et de la terre, ces flux qui tiennent le vivant et qui nous échappent. Laissez-vous emporter cette fois par son amour pour l'eau, subtilement tissé entre ses recherches scientifiques et sa vie spirituelle. De ce tissage, Hervé dit que sa spiritualité lui a permis de prendre davantage conscience qu'on est relié à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse complètement. Quelle que soit la façon dont on fait de la science, dit-il, on a besoin d'un cadre dans lequel on fait les manipulations et dans lequel on conçoit les choses. Il est important de concevoir qu'au-delà de ce cadre, il y a quelque chose de plus étendu. Et quand on prend conscience que nos certitudes sont limitées au cadre qui les a fait émerger, élargir le cadre permet d'expérimenter que tout nous échappe, relie et nous amène à une pensée plus englobante. Bonjour Hervé. Bonjour Marine. Alors Hervé, je suis absolument ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode sur ce sujet qui nous touche tous les deux, qui est l'eau. Et je voulais te demander cette fois-ci, d'où as-tu envie de parler ? De quel endroit de toi, de quel vécu, de quel moment dans ta vie ? Marine, j'ai quelque chose d'important à te dire. La vie est belle. Et c'est d'un lieu particulièrement beau dont j'ai envie de te parler. D'un lieu dans la Drôme. D'un lieu tout près de la source des affluents de la Drôme, l'Aubergerie, où j'ai rencontré le peuple des castors. Un lieu en train de se métamorphoser, d'une forêt sèche de devenir une forêt humide. Un lieu plein de verdure, plein d'oiseaux, plein de bonnes odeurs. Un lieu où la vie est belle. Un des lieux qui me rappelle d'où je viens et qui m'indique où
je vais. Merci pour ce témoignage de cette terre dromoise qui me touche particulièrement puisque je l'habite. Et du coup, j'avais envie aussi de partager d'où j'avais envie de t'interroger aujourd'hui. Parce que j'ai depuis très très longtemps un rapport particulier à l'eau. Et entre autres avec une interrogation sur un questionnement sur le fait qu'elle fait du bruit, elle parle, elle chuchote, elle coule, elle clapote, elle rugit, elle mugit, elle teinte. Et depuis très longtemps, il y a quelque chose qui vient me chercher sur... mais elle aurait pu être silencieuse en fait, et c'est pas le cas. Et du coup, tous ces sons qui ne sont pas les mêmes, d'un jour à l'autre, d'une rivière à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une pluie à l'autre, est-ce que ça ne nous raconte pas quelque chose ? Est-ce que ça n'informe pas, je ne sais pas, l'ensemble du vivant ? Et voilà, pour l'instant, on est vraiment tout à fait encore incapable de le décrypter. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est vraiment, qui me touche très fort. Et puis il y a aussi, cet épisode intervient après l'été qu'on a eu, et l'été dromois qu'on a eu. Et cette relation très souffrante que j'ai pu ressentir quand les rivières tout autour de chez moi, dès mi-juin, étaient à sec. La Drôme, qui en général est extrêmement large, qui était vraiment réduite sur à certains endroits à 1,50 m, je vivais ça fort dans mon corps en fait. Il y a des moments où j'avais envie d'aller pleurer au-dessus du lit des rivières pour les remplir. C'était vraiment très compliqué. Et cet épisode a été suivi chez moi. Le hameau dans lequel je vis a été un des 100 hameaux en France à n'avoir plus d'eau potable au robinet au 14 juillet. Et ça a vraiment été un choc pour moi. Je sais que ce que je me suis dit, c'est déjà, je n'imaginais pas que ça allait débarquer dans ma vie comme ça. Ça a été le premier choc. Et le deuxième choc, c'est de me rendre à la mairie pour aller signaler que dans le hameau, on n'a plus d'eau au robinet et de recevoir un pack de 6 bouteilles en plastique d'1,5 litre d'eau. Merci pour ce don, mais qu'est-ce que j'allais faire de tout ce plastique ? Voilà. Et donc tout ça m'a beaucoup remué et m'a fait adopter des pratiques avec l'eau depuis cet été que j'aurais pu adopter évidemment auparavant, mais comme la plupart d'entre nous, parce qu'elle coule naturellement au robinet quand on le tourne. Voilà, bien sûr que j'essayais déjà d'être parcimonieuse, mais voilà, aujourd'hui, je mets mes amorces de douche dans un arrosoir que je vais déverser dans une cuve d'eau. Je fais ma vaisselle dans une cuvette que j'utilise comme eau pour les toilettes. Et ça m'a vraiment fait sentir encore plus son précieux et le fait qu'elle pouvait potentiellement disparaître. Merci Marine, parce que de là d'où tu es, je crois que beaucoup de gens s'y retrouvent. Avec à la fois ce sentiment d'urgence, ce sentiment d'incapacité à agir lorsqu'il n'y a plus d'eau. Ça refait émerger toutes les contradictions qu'on a en nous. Ça ouvre des torrents de pleurs et de larmes, de doutes. Et pourtant, l'eau est revenue. Lorsqu'elle n'est plus là, l'eau sait aussi se faire silencieuse. Et ce silence nous met en face de nos doutes, je crois. Absolument. Alors dans cet épisode de podcast, j'aimerais évidemment que tu nous parles des 7 cycles de l'eau. On en connaît essentiellement un, en tout cas il y en a un qu'on apprend à l'école et qui fait partie de nos vies, c'est la pluviométrie, mais tu peux vraiment nous partager tous les autres cycles de l'eau et comment on les cultive. Et puis j'aimerais aussi qu'on aille explorer toutes les dimensions de l'eau, à l'extérieur de nous, en nous, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychique. Voilà. Et
Du coup, pour commencer ce voyage, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que l'eau ? Qu'est-ce que l'eau ? D'où elle vient ? L'eau est peut-être comme nous, une poussière d'étoiles. C'est Hubert Reeves qui disait ça. Nous sommes des poussières d'étoiles, mais l'eau aussi est une poussière d'étoiles. Elle naît en permanence dans notre Soleil, sous forme de ces plasmas qui rayonnent, qui font des températures complètement hallucinantes, et dans lesquelles la matière est informe, n'a pas de forme. C'est pour ça qu'on l'appelle un plasma. Et au fur et à mesure que ces plasmas s'éloignent du Soleil, ils se refroidissent. Ils vont de millions de degrés à arriver à 0 degré et encore plus froid. Et là, dans ce froid qui intervient, le plasma commence à se condenser, mais en hydrogène d'abord, et en atomes de plus en plus gros. Et quelquefois, donc, cet hydrogène, ça explose en réaction avec l'oxygène, et ça fait de l'eau. Et cette eau, donc, dans le froid intersidéral, se transforme instantanément en glace, en molécules individuelles de glace, au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et cette petite molécule d'eau si infime, si minuscule, a la propriété d'être polarisée. Ça veut dire que c'est un petit aimant. Et comme les jeux d'enfants avec tous ces petits aimants que l'on enfile, qu'on accroche les uns aux autres, eh bien les petites molécules d'eau, qui sont pourtant de la glace, là, sont capables de s'accrocher les unes aux autres dans ce que l'on appelle du givre. C'est une des rares molécules qui a cette capacité-là, de passer de l'état gazeux à l'état solide et de pouvoir se condenser en givre, en flocons de neige intersidérale qui va se condenser et s'accumuler aux confins de notre système solaire. Et comme ces petits aimants s'attirent les uns aux autres, eh ben, leurs forces d'attraction vont devenir de plus en plus importantes. Et faire des boules de neige, des bonhommes de neige peut-être, mais des grandes masses ou accumulées avec les poussières qui sont dans ces lieux-là, forment ce qu'on appelle des comètes, dont la masse, le poids, va devenir critique et va vouloir revenir vers le Soleil. Et ces comètes, en revenant vers le Soleil, s'approchant du Soleil, vont commencer à se désagréger dans ces merveilleuses queues que l'on voit dans le ciel lorsque les comètes, les quelques rares comètes que l'on peut voir de son vivant traversent le ciel. Mais ces traînées des comètes, ces queues des comètes sont de l'eau. Et chaque fois que l'orbite de la Terre pénètre dans ce qui reste d'une de ces queues de comètes après son passage, cette eau retombe sur Terre sous forme d'étoiles filantes qui s'accumulent progressivement. Certains pensent que même à un certain moment de l'histoire de la Terre, c'est des comètes entières qui ont percuté la Terre et qui ont amené cette masse d'eau, mais tous les jours, des tonnes, des milliers de tonnes d'eau nous arrivent du ciel par les étoiles filantes. De l'eau qui se transforme en vapeur d'eau et comme happée par la gravitation.
Cette gravitation qui fait que la Terre se fait contenant et l'eau se fait contenue. L'eau va s'accumuler dans toutes les profondeurs, dans tous les bas reliefs, au plus bas, au très bas, pour commencer à faire des océans, à s'écouler sous forme de minuscules torrents, vu qu'au début c'était que de l'eau, poussière d'étoiles, et va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et là, elle va trouver une autre nature. L'eau commence à contenir tous les éléments qu'elle a traversés, toutes les roches qu'elle a dissoutes, tous les lieux sur lesquels elle a passé, dans lesquels elle va se charger d'un petit peu de leur matière. Comme une mémoire qui s'accumulerait progressivement, l'eau va accumuler tous les éléments qu'elle a rencontrés. Elle va devenir le contenant d'une autre matière, solubilisée, cachée, presque invisible. La chimie aujourd'hui sait les rendre visibles, mais sommes-nous vraiment capables de rendre visible tout ce que l'eau peut contenir ? Oui, c'est vrai que c'est absolument étonnant quand même. J'avais vu un documentaire à l'époque où les scientifiques disaient mais c'est quand même étonnant cette matière qui peut être à la fois liquide, gazeuse et solide, qui est issue de deux molécules de gaz, l'oxygène, l'hydrogène. Voilà, ça c'est déjà interpellant. Et puis cette eau, c'est très compliqué de savoir si on est dedans, si elle est dehors, puisqu'il y a effectivement cette eau à l'extérieur, cette pluie, ces océans, ces rivières, mais aussi que nous sommes nous-mêmes composés à 70% d'eau en termes de quantité, mais aussi de 99% en termes de nombre de molécules, donc c'est quand même énorme, et que nous-mêmes au XXIe siècle, nous continuons à nous développer dans l'eau. C'est vrai pour nous les mammifères, mais finalement le poussin dans son œuf, il est quand même dans un milieu aqueux. Voilà, donc qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors? Nous pouvons effectivement nous priver de manger, mais pas de boire. Les plantes, c'est à peu près la même chose, si elles n'ont pas d'eau. Voilà, et donc ce dedans-dehors est très impressionnant, avec aussi cette espèce de rupture dans la nature des molécules. Voilà, raconte-nous un peu. Oui, c'est troublant d'être à la fois donc d'avoir en nous de l'eau, et d'être à la fois en relation, en interaction avec une eau qui est à l'extérieur de nous. Et je crois que cette eau nous raconte plein d'histoires. Et notamment cette belle histoire, fabuleuse aventure de la vie. Aujourd'hui, on imagine que la vie est née dans les profondeurs des océans, autour de quelques fumeurs noirs, à des températures bouillantes, qui auraient généré des réactions chimiques et l'apparition de toute première forme de vie. Et je crois qu'à partir du moment où la vie est née dans les profondeurs des océans, la vie n'a eu de cesse que de revenir à la lumière, revenir vers le soleil, revenir vers la clarté. Et alors, des choses bizarres. Quand quand la vie a émergé, commence à se développer dans les océans, cette vie a aussi développé toutes sortes de molécules organiques, dont certaines qu'on appelle aujourd'hui des composés organiques volatiles, qui sont polarisés, comme l'eau. Et quand ces molécules organiques arrivent dans l'atmosphère, elles vont servir de noyau de condensation
pour faire tomber la pluie. Et tout doucement, donc l'eau, sans ces noyaux de condensation, il y a très peu d'eau qui s'évapore. Hein. Très peu de gouttelettes. Il faut qu'il y ait uniquement de la poussière dans l'air pour que cette poussière serve de noyau de condensation. Sinon, l'eau reste sous forme de vapeur, de nuages excessivement denses, excessivement abondants, mais ne se redépose pas. Hein. La chaleur devait être beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle cet effet de serre lié à la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. Et comme aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est avec de l'eau, mais dans notre planète, sur Vénus, il y a une atmosphère excessivement dense et il n'y a pas de lac. Hein. Toute l'eau reste prisonnière de l'atmosphère. Et la vie va faire que cette eau va pouvoir se condenser et retomber sur Terre. Aujourd'hui, on sait que sur les déserts, il ne pleut quasiment pas. Et dès qu'il y a de la vie, il pleut beaucoup plus. Hein ? Oui, et ça, effectivement, c'est une croyance. Hein. On peut se dire que c'est parce qu'il ne pleut pas qu'il y a un désert, alors qu'en fait, apparemment, c'est quand même la même chose. C'est parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pluie qu'il n'y a pas d'arbres dans le désert. C'est le contraire. C'est parce qu'il n'y a pas d'arbres et de végétation dans le désert qu'il ne pleut pas dans le désert. Ouais. Aujourd'hui, on semble redécouvrir ceci, mais il n'y a pas si longtemps, il suffit de lire le Giono et l'homme qui plantait des arbres, ou un homme qui plante des arbres, fait que les sources reviennent, se remettent à couler. Hein. Donc cette croyance-là était quand même bien inscrite dans les traditions, les histoires populaires, hein, dont s'est inspiré Giono pour écrire son fabuleux roman, hein, sa fabuleuse nouvelle plutôt. Voilà, donc l'eau fait venir l'eau grâce à la vie. Au moment où il n'y avait pas encore de vie sur Terre, l'eau savait aussi se faire tempête, vague, ouragan. Elle savait se faire mouvements amples qui ont fait que plein d'êtres vivants se sont retrouvés échoués sur les rivages et mourant et à mourir. Avec le temps, une quantité probablement très importante de cadavres d'êtres vivants s'est accumulée à la surface de la Terre. Après les pluies, elles pouvaient quelquefois s'humidifier et quelques bactéries qui étaient venues avec ces cadavres-là ont probablement commencé à vivre dans des milieux de plus en plus secs, de plus en plus arides. Et à un moment, l'eau est sortie des rivières. Lorsqu'une archaée, donc un ancêtre des bactéries, est devenu filament et s'est fait champignon. Ces champignons ont émergé des bordures des fleuves, des bordures des rivières, pour sortir de l'eau et aller explorer, tout en étant enracinés dans l'eau, dans le fleuve, dans la rivière, pour aller explorer ces rivages et commencer à apprendre à digérer toute cette matière organique accumulée et transporter, faire revenir vers la mer, vers l'eau, tous ces nutriments, tout ce que cette eau contenant avait perdu et essaie de récupérer en fait. Et ces champignons ont exploré la Terre et ont été dans des lieux de plus en plus arides. Avec l'évolution, même se sont quelquefois associés avec des algues pour devenir ces fameux lichens qui ont pu aller très 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 loin de l'avant sur les terres les plus sèches et les plus arides, à attendre patiemment une petite rosée ou une petite pluie pour se revivifier et continuer leur exploration.
Puis un beau jour, sont nées les premières plantes avec du bois qui ont exploré la 3e dimension, à s'élever un petit peu plus vers la lumière. Et cette eau a commencé à s'élever. Gauthier Chapelle nous dit que les arbres sont des aquariums à cyanobactéries. Les cyanobactéries, ce sont ces petites bactéries qui ont appris à transformer l'énergie du soleil en matière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chloroplastes, donc ces petits points verts qu'il y a dans les cellules des plantes qui sont les panneaux, la partie active des panneaux solaires que sont les feuilles. Mais ce sont des algues en fait qui se baladent dans l'air et chaque feuille est un petit aquarium relié à un arbre, relié à des vaisseaux de bois, de sève, reliés au sol, reliés à des champignons et de proche en proche, reliés à la ripisylve, donc à la forêt qui est au bord de l'eau et reliée à la rivière qui est elle-même reliée aux océans. Et il y a des choses qui descendent de la lumière vers l'océan et des choses qui remontent de l'océan vers la lumière. Et grâce aux champignons est née cette faculté qu'a l'eau de transporter ce qu'il y a en trop quelque part ou en beaucoup vers des endroits où il y a moins, de répartir les excès et bien sûr aussi de partout où il y a des manques, de faire venir à elle tout ce qui peut manquer en un lieu. Et l'eau se fait répartitrice des richesses qu'elle contient. Oui, sur ce point, je me souviens que quand je t'ai interviewé pour le livre, tu avais partagé ce qui se passait pour l'eau entre les racines d'un vieil arbre. Tu en reparlerais là, un peu ? Grâce à tous ces champignons, l'eau va aussi servir de véhicule à toutes sortes de micro-organismes. Les travaux du professeur Henry ont été assez édifiants et émerveillants sur ce sujet-là. Les racines sont reliées à ces champignons et ces champignons sont polarisés exactement comme l'eau. Ce qui fait que l'eau forme à la surface des films épais, très très épais, de plusieurs microns, bien supérieurs à la taille des petites bactéries et des petits organites, des petites cellules qui sont dans le sol. Et donc elle permet de les faire voyager. Et sur un arbre, chaque fois qu'un oiseau vient se poser dessus, qu'il a mangé un petit ver de terre venu juste d'à côté, mais quelquefois d'une contrée plus lointaine, dans ses excréments, dans son guano, va se présenter une partie des micro-organismes, du microbiote qu'il a consommé et qui l'habite lui-même. Et ce microbiote va arriver dans le sol et va être véhiculé par tous ces champignons. Et plus un arbre est vieux, plus il va avoir de cette richesse-là. Et les arbres nourrissent la terre. Ils vont apporter 20 à 40% de la sève, de leur propre sève, pour nourrir tous les éléments, tous les êtres vivants qui peuvent y être indistinctement, indifféremment. Et de cette nourriture, tous ces petits germes vont pouvoir vivre, se développer quelquefois. Et chaque fois que dans un milieu manque un être vivant microscopique qui est présent de l'arbre, ça va créer comme un vide qui va être comblé par le plein de cette vie qu'il y a autour du vieil arbre. Et que tout ce dont une plante peut avoir besoin va arriver à elle. Et les vieux arbres vont se comporter comme des mémoires d'un ordre par exemple immunitaire, que chaque fois qu'une plante fait émerger une coopération avec un micro-organisme qui va lui permettre de résoudre certains de ses problèmes, ça va créer un plus, donc beaucoup de ces micro-organismes qui vont aussi refluer
vers le vieil arbre, et qui va aussi apprendre de toutes les relations qu'il a eues avec son environnement, mais qui va aussi s'enrichir de ce que tous les oiseaux et ce que tous les êtres vivants vont venir lui apporter. Et à partir de là, veiller sur la santé, la bonne santé de tous les êtres qui vivent autour de lui. Et à l'époque, tu m'avais aussi dit que autour des racines de ce vieil arbre, l'eau possède une espèce de vélocité, de rapidité, qui fait qu'elle est quasiment plus matière, tellement elle est rapide, et que dans tes recherches, tu t'étais rendu compte que finalement, dans les parcelles cultivées, ce qui favorisait la bonne santé d'une parcelle cultivée était en général la proximité d'un vieil arbre, parce qu'il y avait entre autres cette eau qui transporte rapidement des éléments du vieil arbre vers l'extérieur. Et dans les mesures réalisées, c'était juste prodigieux que des micro-organismes minuscules peuvent se déplacer à 2 mètres à l'heure dans ces pellicules d'eau qu'il y a autour des champignons. Et donc 50 mètres quasiment en une journée. Et sur 100 hectares, donc ça va faire une dizaine de jours. Ce qu'il y a sur un vieil arbre peut se répartir sur 1 kilomètre carré, pour peu qu'on ait une continuité de toutes ces trames de champignons. Voilà. Et aujourd'hui, nos formes d'agriculture ont oublié le rôle fondamental qu'ont les champignons dans le transport de l'eau, et donc sont obligés de compenser l'absence de ces champignons par de l'irrigation, par des nutriments, par même quelquefois des produits de traitement, pour que tout ce que normalement un vieil arbre pourrait rapporter aux plantes puisse venir. Donc comme ça ne vient plus, on soigne les plantes au lieu de rétablir le mécanisme ou un des mécanismes qui permettrait aux plantes de s'en sortir par elles-mêmes. Et oui, ça c'est l'histoire par laquelle l'humain a eu besoin de passer, cette pensée qu'il devait se substituer à la nature qui n'était pas suffisamment parfaite. Mais voilà, ça va changer. on s'y emploie en tout cas. Alors tu as on te retrouve sur des vidéos parlant des 7 cycles de l'eau, et j'ai vraiment envie de venir te chercher là-dessus évidemment. Tu as parlé du premier, ces origines stellaires, l'origine stellaire de l'eau, et puis là on entre dans celui dont on a l'impression qu'on connaît tout, qui est le cycle d'évaporation, condensation, précipitation et ruissellement. Ça c'est celui que l'on apprend, que l'on expérimente assez facilement dans nos vies. Mais est-ce qu'on sait tout de ce cycle, ou est-ce que tu auras envie de rajouter des choses ? Oui, parce qu'en fait, même en parlant du cycle stellaire, on n'a fait que ouvrir le cycle. On n'a pas vu à quel moment l'eau revient vers les étoiles. Parce que pour que ce soit un cycle, il faut bien qu'elle retourne à la lumière. Le cycle de ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, mais qui en fait est un cycle minuscule, celui de l'évaporation sur la mer et de la condensation spontanée, ou avec les premiers éléments, les premiers composés organiques volatiles. Ça va représenter actuellement moins de 1/7 de l'eau qui pleut sur Terre. C'est très peu. C'est presque 100% de l'eau qui pleut sur les océans, mais sur Terre, c'est une toute petite partie qui nous vient de là. Les principaux cycles de l'eau ne sont pas dans ce cycle qui vient de la mer, sont dans d'autres cycles. Et celui qui vient après, c'est celui de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc la transpiration des plantes qui va se condenser et revenir ensuite dans le cycle qui retourne aux océans. Alors ce cycle, c'est simplement la plante, elle transpire, ça fait de l'eau qui s'évapore, qui va retomber sur le sol. Mais une partie de cette eau qui retombe sur le sol va à son tour retranspirer, s'évaporer et revenir sur le sol. Et ça plein de fois. Dans l'Amazonie, on sait aujourd'hui que cette eau qui s'évapore et donc qui remonte vers l'amont des bassins versants,
est 7 fois plus importante que l'eau qui coule de l'Amazone. Ça veut dire que le fleuve aérien de cette eau qui part est 7 fois plus puissant, 7 fois plus volumineux que l'Amazone. 7 fois plus lent aussi, il va plus lentement et l'Amazone redescend plus vite, mais c'est quelque chose de prodigieusement important. Des chercheurs ont aujourd'hui démontré que beaucoup des grands courants d'air de la planète transportent des quantités d'eau invraisemblables, et entre l'Europe et la Sibérie, il y a jusqu'à 12, 13, 14 cycles différents d'évaporation, ça retombe, mais c'est de l'eau qu'on va pas voir descendre jusqu'à la mer, vu qu'une partie se réévapore en permanence. Alors toute cette eau qui s'évapore et qui retombe, c'est de l'eau qu'on récupère dans nos pluviomètres, donc on peut la mesurer facilement. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur Terre, en plus des composés organiques volatiles que les arbres produisent, comme les algues en mer font tomber de l'eau, nos champignons vont aussi produire des éléments qui vont faire tomber l'eau. Et des spores, des champignons, cette façon dont ils ont de se disséminer, vont utiliser l'eau pour se disséminer. Et ces spores sont émises par les champignons et remontent en fait les nuages. Chaque fois qu'une spore va être percutée par une gouttelette d'eau, comme il n'y a rien de plus aérodynamique qu'une gouttelette d'eau, il n'y a jamais de percute, ça ne se percute pas, quoi. Et la petite spore, comme un flocon de neige qui passe par-dessus le pare-brise de la voiture, va passer derrière la gouttelette d'eau et être pris dans le petit vortex que se crée par la turbulence de la chute de la goutte d'eau, et va remonter en fait la pluie, et de gouttelette d'eau en gouttelette d'eau, ces spores se retrouvent dans les nuages. Au moment où les spores ont quitté ces champignons, elles perdent la polarité de l'eau. Elles s'étaient électrisées exactement comme l'eau, et quand elles se coupent du champignon, et elles sont émises dans l'atmosphère, elles ne sont plus du tout polarisées. Et quand elles arrivent dans les nuages où il y a ces grands brassages d'eau qui montent, qui descendent, qui créent des champs électriques phénoménaux qui vont se traduire par la foudre, le tonnerre, donc c'est des quantités faramineuses d'énergie qui s'accumulent dans les nuages, vont faire comme des petits électrochocs sur chacune de ces spores qui vont se réélectriser et agir comme des points de condensation qui vont faire retomber la pluie, mais là, dans le même orage, plusieurs fois. Et ces orages vont continuer et être d'autant plus constants, aller d'autant plus à l'intérieur des terres qu'il y aura des forêts et des champignons pour émettre ces composés organiques volatiles et ces spores. Et ce qui fait que le nuage ne se condense, mais se enrichit en permanence de la transpiration et se recondense plus loin. Et donc ça permet comme une espèce d'essaimage, de maintenir ce courant d'eau aérien par ce lien étroit que l'eau entretient avec la vie et que la vie entretient avec l'eau. L'eau se fait quelquefois contenant, elle se fait quelquefois contenue lorsque la vie la prend en charge pour se déplacer. Mais à côté de ça, se passent d'autres phénomènes, et on va commencer à aborder le cycle suivant de l'eau. Un cycle invisible, parce qu'il ne fait pas de gouttelettes d'eau. On a tous remarqué que l'hiver, lorsqu'il fait froid, l'eau va se condenser dans la chambre sur le carreau. Elle redevient gouttelette à ce moment-là. L'eau se condense sur les parties froides. Et il se trouve que les feuilles des arbres, que les feuilles des plantes et que certaines plantes de sous-bois en particulier sont froides, très froides. Froides d'une façon que l'eau
va pouvoir se condenser à leur surface, mais ne va pas se voir parce que les feuilles sont équipées de toutes sortes de petits capteurs qui vont aspirer cette condensation au fur et à mesure qu'elle se forme. On en a déjà identifié 2 formes, il y en a sûrement plein d'autres, des choses qu'on appelle des idioblastes, des choses qu'on appelle du trichome, enfin voilà, qui sont présents sur de très 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 nombreuses plantes, qui vont permettre à l'eau, vapeur, de pénétrer directement dans la sève de la plante et devenir liquide. Une eau qui n'apparaît pas dans les pluvomètres, mais qui va être d'autant plus intense que le sous-bois est profond, sombre et froid. Ce froid qui est lié à l'ombre, bien évidemment, mais lié aussi au processus même de la photosynthèse. Nous, en tant qu'animal, on brûle des sucres et on dégage de la chaleur. Et notre métabolisme dégage de la chaleur. Mais la plante fait exactement l'inverse de nous. Elle prend des gaz qu'elle condense en sucre, et ça crée du froid. Il suffit d'aller dans les bois, toucher les feuilles d'un lierre, pour se rendre compte à quel point elles sont froides, même au plein cœur d'une canicule. Et plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. Quel est le poids d'un nuage ? Quand il fait froid, les nuages sont très légers, parce que l'air ne peut pas contenir beaucoup d'eau. Mais lorsqu'il fait chaud, les nuages peuvent faire 3-4 fois plus lourds. Et quand on voit toute la pluie qui tombe, et que ça peut remplir des fleuves, des rivières entières, c'est bien des tonnes et des tonnes et des millions de tonnes d'eau qui peuvent se trouver dans un seul nuage. Et plus il fait chaud, plus ils sont lourds, plus ils peuvent contenir d'eau, et pour peu que ces nuages rencontrent des zones plus froides, eh ben, ils peuvent se condenser et faire de la pluie, mais pour peu que de la vapeur d'eau contenue dans de l'air, qui n'est même pas sous forme de nuages, arrive autour de nos plantes et des plantes d'ombre, eh ben, ça va pouvoir se condenser et alimenter les plantes. Nous avons fait une mesure qui mériterait d'être évaluée par d'autres organismes qui recherchent. Mais, dans la deuxième canicule de 2019, celle qui était très sèche, sur une parcelle juste à côté de chez moi, on a pu mesurer que toutes les nuits, c'était entre 2 et 4 litres d'eau par mètre carré qui se condensaient, 2 à 4 mm d'eau, et que sur les 10 jours qu'ont duré la canicule, c'est 30 mm d'eau, 30 litres d'eau qui se sont condensés par mètre carré. C'est l'équivalent d'un gros orage. Alors que partout ailleurs, toute l'eau s'était évaporée, que tous les arbres avaient même perdu leurs feuilles, aux endroits où on avait ces fameuses plantes de sous-bois avec un feuillage très froid, et bien là, de l'eau s'était régénérée. Et les plantes ont bien vécu. Ça, c'est le phénomène de la rosée. Alors, ça va se traduire le matin par de la rosée, mais c'est un phénomène qui ne fait pas... Puisque les plantes absorbent tout de suite cette humidité-là, il n'est pas très perceptible sur les plantes en début de nuit. C'est ce moment particulier de la soirée où on sent que la fraîcheur nous tombe sur les épaules. On a besoin, nous, de remettre une petite laine, une petite veste, même les soirs d'été. Et ben, c'est ce moment précis où les arbres commencent à boire l'eau de l'air. Alors Hervé, à ce stade-ci de nos échanges sur ces 7 cycles de l'eau que tu aimes évoquer, est-ce que tu nous referais une petite synthèse sur ceux qu'on a déjà abordés et puis sur ceux à venir? Eh bien oui, donc on a juste ouvert le cycle cosmique sans encore le refermer. Et puis ensuite, on a vu les cycles plus classiques, celui de l'évaporation de l'eau sur la mer, et la façon dont ça retombe sur Terre, et ça retourne à la mer par les fleuves et les rivières. Ensuite, celui de la transpiration,
qui va compléter celui de la mer. Et à l'intérieur du cycle de la transpiration, ces autres petits cycles liés notamment à ces spores de champignons, à ces composés organiques qui vont condenser l'eau et amplifier la pluie et les orages et les faire durer plus longtemps, permettre qu'ils puissent se déplacer et continuer à rester actifs assez longtemps. On a ensuite parlé de ce cycle subtil, caché, humble, de cette eau qui n'apparaît jamais dans les pluviomètres, qui est juste l'eau de condensation, qui peut faire la rosée au printemps et qui va faire une quantité assez importante d'eau et même sûrement très importante, parce que ça va faire le lien avec le cycle suivant, qui est que chaque fois que l'air se condense, un petit peu de matière va disparaître dans cet air. Et ça crée une dépression, une toute petite dépression, qui va attirer à elle, donc un vide, qui va attirer à elle un petit peu de l'air chargé d'eau qui est à côté, qui va se condenser sur la feuille froide et qui va attirer à elle encore un petit peu d'eau d'à côté. Feuille par feuille dans une forêt, arbre par arbre, bosquet par bosquet, forêt par forêt. Ces petites dépressions vont toutes s'accumuler pour créer du vent. Des vents prodigieux. Les plus grands vents de la planète, à la surface dans les basses couches de l'atmosphère, ces vents sont dus en fait aux forêts, aux arbres, aux plantes. Et les jet streams, donc les vents d'altitude, normalement interfèrent très peu, donnent des directions générales, mais tout ce qui précise les directions des vents sur Terre, même les alizés, sont liés à la présence de forêts dans les zones tropicales. Et chez nous, en fait, on a des grands vents d'ouest sont liés à une chaîne ininterrompue, normalement quasiment ininterrompue, de forêts de l'ouest de l'Europe jusqu'à l'est de la Sibérie. Ces vents sont en fait, cette condensation, c'est l'énergie qui produit ces grands vents et qui crée finalement le plus grand cycle de l'eau sur Terre, qui permet à des zones très très éloignées de la mer ou des océans d'avoir accès à cette eau. Et donc ces Russes qui ont bossé là-dessus, des Russes d'un centre de recherche atomique, ceux qui font du commissariat à l'énergie atomique en Russie, qui a bossé sur ces choses-là, essayer de comprendre comment circulent les vents, et sont aboutis à cette équation étonnante que ce sont les arbres qui créent les vents, les grands vents de la planète, et donc qui vont entraîner ce cycle de l'eau un petit peu partout. Tout ce que tu me racontes me fait penser à quelque chose que dit Emma Aziza, qui est hydrologue, qui est spécialiste des stratégies de résilience des territoires face aux risques climatiques. Elle dit « Seul le reboisement, l'embocagement de parcelles cultivées, l'extension des pratiques agroforestières et la végétalisation des zones urbaines peuvent réguler l'eau et la versatilité des précipitations. Les plantes sont les gestionnaires des cycles de l'eau. » Et je trouve que c'est un saut de paradigme, parce que on sait que pour cultiver, on a besoin d'eau, mais ce que tu es en train de nous raconter, et qu'elle nous raconte là, c'est qu'en fait, l'eau se cultive, et que c'est en cultivant l'eau, par cette végétalisation, que nous allons l'appeler, en fait. Voilà.
Et donc je te laisse poursuivre sur cette idée. Voilà. Alors c'est des choses assez surprenantes, mais alors pas tous les arbres. En fait, il y a aussi quelque chose d'assez déroutant là-dedans, c'est que par exemple les conifères, tous ces arbres d'altitude ou des arbres du nord, sont pas aussi bien capables de gérer cette eau que les plantes des zones plus désertiques, plus chaudes, plus arides. Hein, et c'est aussi lié aux trames de champignons avec lesquels ils vivent. Certains sont plus aptes que d'autres à faire circuler l'eau et donc à générer tous ces flux. Dans ce que dit Emma Aziza, c'est aussi quelque chose qui est écrit dans le 3e tome du rapport du GIEC, qui préconise un réarbrement massif de toutes les terres agricoles, notamment en Europe, mais également sur tout le reste de la planète. Mais en Europe, ce chiffre, il faudrait que l'on replante assez rapidement entre 40 et 80 arbres par hectare pour que ces cycles de l'eau puissent se régénérer. Donc il y a toutes sortes de matériaux scientifiques qui vont dans ce sens-là. Et donc maintenant que c'est validé par la science, validé par la technique, le GIEC a aussi évalué économiquement les choses, de tout ce que ça peut rapporter pour les communs, pour la société, comme pour les personnes qui vont vivre avec. Donc voilà, ça va se mettre en place. On reste bien sûr étonné de voir que ça ne se met pas facilement et rapidement en place, mais beaucoup de gens le comprennent. Et on voit que cet engouement qu'on a aujourd'hui pour planter des arbres un petit peu partout, il y a quelque chose de profondément juste qui se joue au travers de ça. Oui, et effectivement, sur la gestion du CO2, la captation du CO2, mais sur le fait de cultiver l'eau, ça c'est quand même très nouveau dans notre paysage, là. On arrose pour que ça pousse, mais en fait, ça pousse et donc ça s'arrose. Hein. Bien évidemment, il y a des moments où les plantes ont besoin d'être arrosées par de la pluie, et surtout quand on plante des plantes un petit peu tropicales ou des plantes de milieux un peu plus humides que les nôtres et qu'on veut cultiver chez nous, quand on cultive du maïs, des tomates ou des concombres, ils ont besoin de beaucoup plus d'eau que ce qu'il y a actuellement chez nous. Mais avec le réchauffement climatique, les quantités de précipitations qui pourront tomber peuvent être beaucoup plus importantes, et se pose la question de la régularité. Hein. Aujourd'hui, on sent, dans les travaux des météorologues, et notamment de la Russie, on sent qu'il y a une interaction forte entre les couches basses de l'atmosphère, donc où l'eau circule par les végétaux, et les couches hautes, où c'est la rotation de la Terre qui crée ces fameux jet streams. Et qu'en absence de la couche basse et de la régulation de cette couche basse, les jet streams redescendent sur Terre et créent ces tempêtes, ces vents violents et toutes ces catastrophes qui commencent à arriver. Hein, donc la voie, c'est de rétablir, en termes de régulation, ce rôle des arbres est probablement bien plus prodigieux, bien plus important que ce que la science commence à nous dévoiler. Mais la science, ces travaux sont rentrés dans le corpus du GIEC aujourd'hui, donc sont pris en compte par le monde scientifique dans son ensemble. Enfin, oui. Donc là-dessus, je crois que ce qui va devoir évoluer maintenant, c'est nos relations personnelles aux arbres. On a toute la scientificité de ces choses-là. On a bien sûr besoin d'affiner beaucoup de choses, mais on a surtout besoin de ressentir à quel point les arbres sont importants pour nous, à quel point l'eau est importante pour nous. C'est un sens commun de le dire, on dit que l'eau c'est la vie. Mais avons-nous vraiment conscience à quel point elle est importante ? Cette eau précieuse, si précieuse que on ne peut pas vivre 3 jours sans boire. Si commune, parce qu'il suffit d'ouvrir un robinet chez nous, mais les peuples des déserts ont des relations très différentes à l'eau. On a beaucoup à apprendre de ça, et sans parler des peuples des déserts, dans le petit village où j'habite, près de Brive, l'eau courante n'est arrivée qu'à la fin des années 70. Je suis sur un causse où il n'y a aucune source, aucun cours d'eau.
Et donc tous les gens qui vivaient ici, au début du XXe siècle, il y avait 1200 personnes qui vivaient ici, sans eau courante, sans source. Toutes les maisons ont une citerne, il y en a une à côté, et cette citerne, donc les gens, avec une grande économie, géraient l'eau de leur citerne, l'eau qu'ils avaient accumulée en hiver, pour boire, pour donner à boire aux animaux, pour éventuellement arroser 2-3 petites plantes autour des maisons, hein, et trouver toutes sortes de cultures qui résistent bien à la sécheresse, donc des cultures de printemps, des cultures d'automne, mais très peu de cultures d'été ici. Et donc des modes de vie, des modes d'existence qui ont appris et dont aujourd'hui on a beaucoup à apprendre sur la façon de vivre sans eau. L'eau se cache dans les zones arides, dans des endroits étonnants. Et ça peut être notre 6e cycle de l'eau. L'eau se cache dans le feu. On l'a vu en Australie, lorsqu'il y a eu ces grands incendies il y a quelques années, et que toutes les vapeurs d'eau qui venaient de ce feu, de ces grands incendies, se sont condensées en orages monstrueux, avec plein de foudres, plein d'éclairs, et dont les éclairs propageaient l'incendie, mais faisaient aussi tomber beaucoup d'eau. Dans tout ce qui brûle, dans les sucres qui brûlent, certes, il y a du gaz carbonique qui est émis, mais il y a aussi de la vapeur d'eau. Et chaque fois que quelque chose brûle, il y a de l'eau qui est créée, mais chaque fois que quelque chose se décompose dans le sol, du bois qui se décompose par des champignons, ça génère de l'eau. De l'eau qui vient de tout ce qui meurt. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Ça, c'est vrai pour une infime partie de nos constituants, mais l'essentiel de notre corps est eau. Je suis eau, nous sommes eau, et nous retournerons à la mer. Ce cycle du feu, de l'eau qui brûle, de l'eau qui se consume, de la vie qui se consume, est aussi générateur d'eau. Alors ce qui est étonnant, c'est quoi cette eau ? C'est comme dans les étoiles, un petit peu de cet hydrogène, un petit peu de cet oxygène. D'où vient l'oxygène ? De l'air. Elle vient de la vie qui a craqué des molécules d'eau en deux, rejetant de l'oxygène, à la photosynthèse qui rejette de l'oxygène et qui garde l'hydrogène, l'énergie, pour que la vie se développe. Et au moment où l'on meurt, au moment où l'on brûle, au moment où on se consume, eh bien cet hydrogène qui est stocké dans notre vie, qui est une partie de l'eau, va rejoindre cet oxygène qui est dans l'atmosphère pour refaire de l'eau. Et que lorsqu'on brûle une bougie, la cire qui vient de ces organismes primitifs qui étaient contenus, qui ont formé le pétrole il y a des temps très très anciens, et bien cette énergie qui est là-dedans redevient eau par la vapeur d'eau qui est produite, de l'eau qui se relibère après avoir été matière organique, matière vivante. Et dans ce grand brassage que crée l'eau par tous ces grands courants d'air, ces grands vents, et toutes ces respirations, ces exhalaisons, chaque fois que l'on respire, que l'on expire et que de la vapeur d'eau sort de notre corps, c'est de l'eau neuve, de l'eau pure, de l'eau vierge, de l'eau toute nouvelle en fait qui retourne dans ce grand courant d'air, dans ce grand brassage qui va pouvoir peut-être se recondenser ailleurs. Et là apparaît le 7e cycle de l'eau, qui est cette eau
vivante, cette eau vive. Je suis eau. Je suis de l'eau qui se déplace. Je suis de l'eau qui explore le monde. Je suis de l'eau qui essaie de se spiritualiser, de redevenir esprit. Je suis eau et j'explore le monde. Comme tout être vivant explore le monde en suivant une quête, en suivant une voie, ou même peut-être sans quête et sans voie, mais chacune sur un chemin où tout converge vers plus de vie, toujours plus de vie, de cette eau qui se recristallise peut-être comme les petits flocons de givre de la neige cosmique qui se recristallisent en être vivant pour revenir vers la lumière. Je suis eau et la vie est belle. Absolument. Mais, merci pour cette exploration de l'eau dans des contrées que l'on n'a pas l'habitude de visiter. Et j'avais envie aussi de boucler cet épisode sur ces autres aspects de l'eau que nos autres relations avec l'eau, qui sont ce bienfait que nous apporte l'eau, que ce soit par les baignades, mais aussi par les sons de l'eau. À quel point le son de l'eau, j'ai démarré cet épisode avec la manière dont l'eau nous parle, mais on peut tous reconnaître que les sons de l'eau sont apaisants, sont vraiment anti-stress, nous amènent quelque chose de très doux, et aussi par finalement cette eau dans nos cœurs et dans nos vies à travers les larmes. Moi j'aime beaucoup ce que dit Khalil Gibran dans Le Prophète, qui dit que finalement la joie et la tristesse c'est la même chose, en fait elles se répondent en miroir, et que finalement la tristesse et son eau, les larmes, vont venir creuser en nous des espaces qui seront ensuite remplis par la joie. Je trouve ça très beau et très... ça s'expérimente, on peut vraiment le sentir, et finalement ce lien, cette eau elle nous relie totalement, et qu'aussi sur le plan des émotions, finalement, quand nous pleurons, quand de l'eau coule de nos yeux ou coule à l'intérieur, finalement ça nous indique qu'un lien que nous avions avec quelqu'un ou quelque chose s'est brisé, que nous sommes en train de perdre quelque chose. Et je trouve que là aussi, ce lien émotionnel de l'eau est extrêmement précieux. Ce lien est précieux. Ce lien est pur. Et ce lien est un lien d'amour. L'amour dans le sens que l'eau se donne. Elle épouse parfaitement les volumes des contenants qu'elle occupe. Et l'eau se donne en enveloppant toute vie de ses caresses, de sa sensualité, lorsqu'on se baigne. Quelle est la matrice, j'aurais presque envie de dire, une espèce de placenta qui porte la vie, qui porte les bateaux, qui porte tout ce qui existe de vivant. Qu'elle s'offre à nous d'une façon inconditionnelle. Comme elle est belle, cette phrase de Khalil Gibran.
L'eau, c'est la vie. Les peuples premiers parlent souvent de grand-mère eau, et c'est peut-être à ce titre-là qu'il nous faut penser à l'honorer chaque fois qu'on y pense. Absolument. Et cette appellation n'est évidemment pas une croyance, hein. Elle s'expérimente, c'est bien notre grand-mère, comme ils appellent les roches grand-père rocher, et la terre, terre-mère. Tout ça n'est pas un champ de croyance, mais il suffit d'être en contact avec la réalité, et la réalité de notre histoire et de l'histoire de la vie sur cette terre pour l'avérer, voilà. Et je vais terminer cet épisode sur un questionnement, ce questionnement qui a été ouvert par des chercheurs, hein, le docteur Benveniste, et ensuite pris en relais par le professeur Montagnier sur la question de la mémoire de l'eau. Hein, l'eau aurait la capacité de reproduire les qualités d'une substance avec laquelle elle n'est plus en contact. Voilà, alors ce sont des recherches où il y a effectivement un phénomène de preuve, mais c'est encore aujourd'hui très controversé, hein, dans le champ de la science, mais je trouve que c'est vraiment important de se poser la question, voilà, et d'ouvrir ce champ, d'oser ouvrir ce champ du non séparé et d'un autre niveau, d'un autre univers auquel appartiendrait effectivement peut-être cette eau qui nous dépasse, dont l'origine et la nature nous dépasse. Et cette histoire de la séparation est peut-être l'angle de vue à partir duquel on va trouver une espèce de coïncidence d'idées qui apparemment s'opposent, mais qui ne sont peut-être pas si opposées que ça lorsqu'on change de cadre et le contexte dans lequel on les regarde. Déjà, une chose éblouissante, c'est que dans un verre d'eau, un simple verre d'eau, si je versais ce verre d'eau dans la mer, dans l'océan, et que je venais à le mélanger complètement, et que je reprenne un verre d'eau dans l'océan, quelle est la quantité du verre d'eau initial que je récupère là-dedans? Et en fait, c'est assez prodigieux, c'est de l'ordre de 200 molécules d'eau. 200, c'est-à-dire que il y a tellement, la molécule d'eau est tellement minuscule qu'on arrive à retrouver de l'eau de ce verre d'eau dans un océan. Et à penser que cette eau, ce verre d'eau de l'océan, va contenir un petit peu de mon verre d'eau, mais un petit peu des dinosaures qui ont circulé sur Terre bien avant nous, et un petit peu de toi, un petit peu de moi, un petit peu de toute cette eau qu'on a exhalée, toute cette eau qu'on a transpirée, toute cette eau qu'on a excrétée, qui va se retrouver dans un des cycles de l'eau, et qui a un petit peu de nous, tous, de tous les êtres de la planète, dans n'importe quel verre d'eau, de tous les êtres qui ont existé sur cette planète. Quelle mémoire peut garder l'eau de tout cela? La vie est belle. Merci Hervé pour ce bel épisode autour d'un sujet qui nous relie tous, et qui je pense est un élément tangible de notre non-séparation. Merci aux auditrices, merci aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous.
Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de cet élément avec lequel nous entretenons un dedans-dehors symbiotique, c'est-à-dire une association dont nous ne pouvons nous passer, l'eau. Hervé Covez nous a ouvert les yeux sur ces multiples cycles de génération et de régénération, de celle qui naît de la fusion du magma solaire à celle neuve que nous exhalons à chacune de nos expirations, de son cycle d'évaporation et retombée à celui subtil créé par les spores de champignons, du rôle incontournable des arbres et des plantes de sous-bois dans cette danse. De quoi éveiller l'envie de l'honorer, d'en prendre soin et de commencer à la cultiver. Pour le prochain épisode, une fois n'est pas coutume, ce sera une surprise. Au mois prochain! Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.